Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour à tous, première émission, en tout cas parmi les premières émissions depuis les vacances. Nous nous retrouvons, Sylvie et moi, pour vous présenter quelques livres. Sylvie, je vous laisse la parole. Très bien, joie de la lecture avec Isabelle Autissier de chez Paulsen, La fille du grand hiver. Nous connaissons Isabelle Autissier comme passionnée de voile et grande navigatrice, mais elle est également autrice de plusieurs livres. Nous allons donc suivre la vie d'Arnarulungak, une jeune Inuit qui a bien existé. Ce n'est pas une biographie, car de l'époque, il n'y a pas beaucoup de témoignages précis. Donc cette jeune fille, on va l'appeler Arnar. C'est un petit peu plus simple. Nous allons la découvrir à 7 ans, cette petite Inuit, dont la famille affronte un hiver particulièrement rigoureux. Elle connaît la vraie faim. Son père ne revient pas de la chasse. Attente. Cette année-là, la famille était restée éloignée, malgré l'hiver, des autres huttes, car le père trouvait le territoire où ils étaient installés très prometteur au niveau pêche et chasse. Mais la famille se retrouve bloquée, sans chien, sans traîneau, dans cette nuit qui dure et le froid. Ils finissent les provisions en se restreignant, puis la maman demande à sa fille de couper les vêtements en cuir du père en fines lamelles. Ils font bouillir et on mâche, je cite. Délicieux. Une mère, 4 enfants. Le père ne reviendra jamais. Ils seront sauvés in extremis par un pêcheur étonné de ne pas avoir vu arriver la famille pour l'hivernage. Page 22. L'hospitalité inuite se doit d'être sans limite, sous peine de perdre la face. Donc la famille du pêcheur les accueille. La mère n'a qu'un choix pour ne pas prolonger la situation, le mariage. Nous découvrons le mode de vie des Inuits dans le nord du Groenland vers 1920. Avant l'arrivée des visiteurs européens, le début du commerce, car avant, ils pratiquaient le troc. Et également, avant l'arrivée des fusils, des aiguilles, des haches et des explorateurs, dont Rasmussen, qui est danois. Rasmussen va créer une base, Thulé, qui va servir de point de départ à plusieurs expéditions, dont Anar sera un membre actif. Donc c'est passionnant. Le mode de vie avant puis après l'arrivée des Européens, la joie de vivre des Inuits, le courage de ce peuple, le courage des explorateurs, la beauté de la nature. Un livre vraiment à lire pour tous. Donc, mon deuxième livre, alors je change complètement de sujet, s'appelle « Le secret des mers » de Sophie Debert chez Lattès. C'est un roman. En 2004, Colette retourne dans son Morvan natal car sa mère est mourante. Les souvenirs lors de son retour en train remontent. Les années 1960. Sa fille d'enfance était une ferme isolée qu'on appelait le hameau du maudit. Les parents avaient acheté les bâtiments et les terres pour une bouchée de pain, une étable, une dépendance, une grange et une maison sur 4 qui avaient été consolidées. Les parents, Serge et Augustine, Marthe, son frère et Lucien. Dit Parigot, enfant de l'assistance publique envoyé au village. Les familles qui les accueillaient recevaient une pension de l'État français jusqu'aux 13 ans des orphelins qui aidaient aux travaux de la ferme. Je cite page 20. Et on les surnommait les petits paris. On découvre la dureté de cette vie à la ferme et la vie de cette famille. Je cite page 133. Si maman n'a pas été avec moi une mère parfaite, elle n'a pas non plus été un monstre. C'était juste une femme de la vieille école, de celle qui enseigne la réserve en toutes choses, y compris en amour. Plusieurs parties dans ce magnifique livre, leur enfance et les souvenirs vus par Colette, par Marthe, en alternance. Colette s'inquiète car un mystère plane depuis toujours sur la famille et le mutisme du père et du frère l'interroge. Elle veut comprendre. Tout est réussi dans ce livre. J'en dis pas plus parce que sinon vous n'allez pas le lire. Une écriture magnifique, des sentiments incroyables, c'est fin, profond, touchant. À lire absolument. Merci Sylvie. Et puis mon troisième livre, alors là vous allez le voir partout, Sœur Chalandon,
le dernier livre sorti, le livre de Kels, qui est sorti en août de chez Grasset, 12e roman. Et je vous ai presque tous présenté les autres livres, donc je pense que ça ne va pas vous étonner. Une fois de plus, on n'est pas déçu, ni par l'histoire, ni par l'écriture. Donc le livre est basé sur son histoire personnelle, son expérience. C'est assez incroyable, car il a vécu une jeunesse de souffrance pour devenir un magnifique écrivain. À 17 ans, Kels, le nom choisi par l'auteur en souvenir d'une carte postale écrite par un ami, quitte Lyon et le domaine familial. Il n'en peut plus. Il ne supporte plus l'autre, qui est raciste, antisémite, qui change les louanges d'Hitler, qui lui interdit d'être dans l'appartement quand il n'y est pas. C'est-à-dire que l'enfant reste dehors, alors qu'il a 17 ans quand même, hein. Qui est violent, et sa mère, qui se tait et ne fait rien. Il a été émancipé et donc décide de rejoindre Ibiza et le Katmandou. Pas la même région, mais ce sont ses rêves. Mais d'abord, ce sera Paris, avec la découverte de la vie de SDF. Avec la faim, le froid, la saleté. Et au moment où il va s'écrouler, il va rencontrer des personnes qui vont l'accueillir, des révolutionnaires, des maoïstes, et il va intégrer ce groupe. Incroyable. Parce qu'il l'accueille, en fait. Ah ben, incroyable. Ils vont le sortir de la rue en lui trouvant un toit. Et là, il faut lire le livre. On va découvrir également le mode de vie de ce groupe qui est extrêmement violent dans l'action dans les années 1970. C'est un témoignage très intéressant de cette époque, du fonctionnement de ces groupes avec des événements historiques, hein, les attentats de Munich sur les athlètes israéliens, l'occupation de l'usine LIP et les manifestations qui sont assez violentes, faut être honnête. Mais je vous laisse les découvrir parce que c'est très bien écrit, c'est magnifique, c'est intéressant, c'est profond. Comment un jeune perdu, pas aimé, est devenu journaliste et grand écrivain. Voilà, Sybille. Je prends la suite avec 2 livres totalement différents. Raphaël Mels est un écrivain français, auteur de romans, de récits, d'essais, de traductions, sous son propre nom ou sous celui d'Adrien Kent. Il a aussi été le cofondateur et directeur de la publication du journal Le Tigre. Son roman « Après » est sorti en janvier 2025 aux éditions du Tripode. Le roman commence très mal. Dans un court prologue, l'auteur nous décrit Lucas, informaticien de 47 ans, qui se prépare pour une virée aller-retour Marseille-Cassis sur son vélo carbone. Les rituels habituels, le short rembourré, le t-shirt, la crème solaire sur la nuque, un petit baiser à sa femme Roxane, qui est en train de travailler les variations Goldberg au piano. Il regonfle un peu les fines roues de son vélo, histoire que ce soit bien confortable, et c'est parti. À la sortie de la petite rue, au moment de marquer le stop, les freins lâchent, une camionnette déboule à toute allure, ne peut l'éviter, c'est le choc et la mort de Lucas. Lucas, l'ex-Roxane veuve, et 2 adolescents, Sophia 16 ans et Lorenzo 13 ans, orphelins. Maintenant, il va leur falloir supporter le vide engendré par l'absence et continuer à avancer. Et après, donc c'est le titre du livre. C'est la fin et pourtant c'est le début du livre. Pour ceux qui restent, comment faire face au vide? Pour le défunt, comment réussir à partir? Ce qui fait l'originalité de ce roman, c'est son narrateur, car le narrateur, c'est Lucas, qui est mort. L'auteur choisit d'aborder le deuil de Roxane et de ses enfants, non par le regard des personnes endeuillées, mais par le prisme de Lucas. Que se passe-t-il pour lui maintenant qu'il est mort? Alors, il n'y a aucune interférence entre sa famille et lui, mais il peut juste encore un peu profiter d'eux en spectateur invisible. Et l'auteur va imaginer ce que ressent Lucas. Le récit est structuré en chapitres marqués par des repères temporels, la minute, l'heure, la semaine, le mois, l'année qui suivent la mort de Lucas. Ces 5 sens sont bien présents, d'une manière exacerbée au départ, puis vont s'effacer peu à peu avec le temps, en même temps que va s'installer un apaisement intérieur pour lui et pour sa famille. Lucas va observer les siens dans leur lent processus de deuil, l'anéantissement de cette famille heureuse, la manière de chacun de vivre son deuil. Petit à petit, alors que sa famille apprivoise l'absence, Lucas s'éloigne. Ces 5 sens vont s'effacer lentement, l'un après l'autre. Il y a beaucoup d'amour et de bienveillance dans ce court récit de 133 pages. Pas de pathos, ce ton est juste, le texte pudique et poétique. Ce roman est en même temps bouleversant et apaisant. La mort d'un être aimé est toujours un drame, mais l'auteur nous offre une réflexion lumineuse sur l'amour qui se prolonge dans l'absence et interroge profondément notre rapport à la mort et l'après, non seulement pour ceux qui craignent de perdre un être cher, mais aussi en tant qu'individu confronté à sa propre disparition. Je cite l'auteur, page 123.
À propos de la souffrance et de temps qui s'écoule, ça ne passe pas, ça s'espace. Je ne sais pas si l'auteur a une religion, il ne parle ni de Dieu ni de résurrection, mais dans ce magnifique texte qui parle avant tout d'amour, on peut retrouver un peu de l'espérance chrétienne, que la mort n'est pas une fin brutale, mais une continuité. Un beau livre. Je change encore de sujet. Marie Vareille est une romancière française. Son best-seller « La vie rêvée des chaussettes orphelines », traduit dans de nombreux pays, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Il a reçu le prix des lectrices Charleston 2020 et le prix des petits mots des libraires 2021. La dernière allumette, sortie en mars 2024, est son 11e roman, disponible depuis avril 2025 dans la collection Livres de poche. C'est pour ça que je me permets de le présenter, c'est récemment en poche. Depuis 27 ans, Abigail Lemonnier, appelée Abby par son frère, vit recluse dans un couvent en Bourgogne, l'abbaye Sainte-Marie de la Saône, à Gennevilliers, et depuis, elle a fait vœu de silence. Lorsque le roman débute, Abigail nous parle d'un enterrement qui l'a marquée. Elle a 12 ans et demi, elle n'arrive plus à se souvenir qui est enterré, ou peut-être ne veut-elle pas le savoir parce que c'est trop douloureux. Elle sent que c'était quelqu'un de très important pour elle. Elle se souvient de son père sanglotant sans retenue, de son frère Gabriel mutique et sec, de sa maman étranchement, aucun souvenir ce jour-là. Amnésie post-traumatique, comme dirait le docteur Hassan, le psychiatre qui la suivait à la demande de l'administration scolaire. Dans l'église, alors qu'elle évite de regarder qui est couché dans le cercueil, elle lève les yeux un peu trop tôt lorsqu'elle entend que l'on ferme le cercueil et a juste le temps d'apercevoir un morceau de tissu familier, le foulard de sa maman. Vite, évacuez cette image et pensez à autre chose. Je vais vous lire un petit extrait, page 17. Après l'enterrement, Gabrielle a fourré dans son sac à dos quelques vêtements, l'intégrale des Pink Floyd, la totalité des économies de la voisine, Madame Michelez, et le fusil de chasse semi-automatique de papa. Avec la délicatesse surprenante qui lui est propre, mon frère a enveloppé l'arme dans du papier bulle qu'il a fait tenir à l'aide de mes élastiques à cheveux. Ceux que je préférais quand j'étais petite, les jaunes avec des arcs-en-ciel. Il a aussi volé tous mes journaux intimes, ses cahiers dissimulés dans le local de la chaudière qui sentait le moisi et où il avait pour habitude de m'enfermer. Il a crié qu'il allait chez un copain, qu'il serait là pour le dîner. Il n'est plus jamais revenu à la maison. De son couvent, Abigail observe la vie parisienne de son grand frère qui mène une brillante carrière d'artiste, auteur et illustrateur reconnu, notamment avec une série de livres intitulés « Les mésaventures tragiques d'Abby Colibri ». Alors qu'elle aurait voulu l'éloigner de lui, il ne peut s'empêcher de lui rendre visite 2 samedis par mois et de lui raconter sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Zoé Boisjoli, la lumineuse Zoé. Abigail connaît son frère mieux que personne et ne peut s'empêcher de trembler. Voilà, je vous en dirai pas plus. Marie Vareille intercale des chapitres concernant des extraits du journal intime d'Abigail lorsqu'elle était petite, entre 1990 et 1995, ou ses réflexions et commentaires dans le temps présent, ainsi que les échanges entre le docteur Garnier, psychiatre proche de la retraite, et sa nouvelle patiente, Madame Boisjoli, qui, poussée par un ami, vient le consulter régulièrement le vendredi à 17h. Ce médecin veut à tout prix sauver sa cliente du drame qui s'annonce, n'hésitant pas à s'investir plus que de raison dans cette relation avec sa patiente. L'auteur nous donne progressivement les clés qui vont nous faire remonter à la genèse de cet enterrement qui débute le roman, puis nous emmener au dénouement. Je ne vous cache pas le sujet profond du roman. Très rapidement, le problème de la violence physique et psychologique au sein de la famille s'invite. C'est un roman puissant, captivant, très bien construit, qui nous entraîne dans les méandres de ces esprits tortueux qui, façon Dr Jekyll et Mr Hyde, donnent 2 visions d'eux et réussissent à faire que l'autre accepte et trouve normale leur violence. Marie Vareille expose également le traumatisme subi par les enfants qui grandissent, confrontés à la violence des adultes et leur crainte de répéter le seul schéma qu'ils connaissent. Les statistiques donnent froid dans le dos. 3 enfants sur 4 victimes de violences deviendront soit bourreaux, soit victimes. Donc c'est un sujet très noir mais essentiel. Et heureusement, quelques-uns des personnages répandent amour et joie dans ce livre et l'illuminent. En fin de livre, l'auteur laisse les numéros de téléphone ou sites à consulter pour les témoins ou victimes de violences familiales. Voilà. Beaucoup de livres. Donc, on va rappeler rapidement ce que nous avons présenté. Donc, Isabelle Autissier, La fille du grand hiver, aux éditions Paulsen. Le second, Le secret des mers, de Sophie Debert, chez Lattès. Sor Chalandon, Le livre de Kels, Grasset et Sibylle. Raphaël Mels, après, au Tripode, et Marie Vareille, Le livre de poche, La dernière allumette. Bonne lecture à tous. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».